Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Georges Ayache, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes avocat, après avoir mené une carrière diplomatique et universitaire, et vous faites paraître en cette rentrée chez Perrin une très belle biographie de l'une des grandes figures de l'histoire de l'État d'Israël, Moshe Dayan, héros de guerre et politicien maudit. Je le montre à la caméra. C'est ainsi que vous sous-titrez votre ouvrage, Moshe Dayan, figure mythique, figure héroïque, mais aussi figure mal comprise selon vous, Georges Ayache. Mal comprise parce qu'on s'est focalisé un peu facilement sur le militaire, sur le soldat exceptionnel qu'il a été. En revanche, on s'appesantit un peu moins sur la manière dont il a été protégé pour arriver au plus haut sommet de l'État, et notamment par Ben Gourion. Et puis ensuite, à la fin de sa carrière militaire, la manière dont il a essayé de manœuvrer entre son poste de ministre de la Défense et puis après dans la politique pure, en faisant une carrière qui a été quand même assez frustrante. On y reviendra tout à l'heure. Dans cette biographie, vous nous faites découvrir les origines de Moshe Dayan, qui naît en 1915 du couple formé par Shmuel et Dvorah, un père absolument omniprésent, malgré ses absences répétées. En quoi ce père a façonné son fils, que vous décrivez comme un jeune homme solitaire, même ombrageux, parfois? Il l'a façonné, même si le raccourci est un peu hâtif, il l'a façonné de manière négative. C'est-à-dire, Shmuel Dayan était le type même de l'apparatchik, qui était un peu partout, en effet, ondoyant d'hiver, allant à l'étranger et sacrifiant sa famille. Bon, ce qui, à l'époque, en Israël, pouvait passer, parce que l'essentiel, c'était de se sacrifier pour l'État. Et donc, c'est une façon de rendre hommage à sa famille aussi. Donc, c'est pour ça qu'on lui pardonnait au père. Mais la famille a été quand même lésée par ses absences. Tout est retombé sur sa mère, Dvorah, et qui était admirable pour élever ses 3 enfants et les faire vivre surtout. Et c'est pour ça qu'avec le recul, Moshe a ressenti une admiration sans borne pour sa mère et un mépris à peine dissimulé pour son père. Alors, Moshe Dayan, c'est clairement un iconoclaste, un anticonformiste, ce qui rendra sa position dans les communautés agricoles au fur et à mesure de ses premières années de vie parfois particulièrement difficile. En quoi détonne le jeune Moshe Dayan? En quoi détonne le jeune Moshe Dayan? Il détonne parce que, comme vous le disiez à l'instant, il était solitaire. Et il n'était pas bon à avoir un côté solitaire, enfermé, un peu intellectuel ou rêveur dans un kibbutz. Un kibbutz où tout le monde devait faire participer tout le monde à sa propre vie, etc. Et donc, on l'a pris en grippe. D'abord par rapport à son père, qui était très mal vu par tous les kibbutz ou Shavot où il est passé. Et puis ensuite, lui-même. Parce que, par exemple, il avait un poste de radio chez lui, ce qui était scandaleux aux yeux des chefs du kibbutz. Il y avait même une chambre individuelle, ce qui ne se faisait pas. Sa mère lui faisait lire des romans, ce qui était invraisemblable. Elle a même essayé de lui faire apprendre l'anglais. On lui dit, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre l'anglais? L'hébreu est bien suffisant. Mais ça va lui servir par la suite. Et ça va lui servir par la suite. Donc, il est en marge, si vous voulez. Il ne cherche pas spécialement à l'être, mais à l'état naturel, il se met un peu à l'écart des autres. Il va être aussi en difficulté, en tout cas dans les premières années de vie, dans sa vie de couple, avec sa belle famille qui vient d'un autre milieu social. Alors, sa famille vient d'un milieu social beaucoup plus élevé, à la fois financièrement et aussi culturellement, et lui va en souffrir. Il va être un peu la pièce rapportée. Sa famille lui offre comme un voyage de noces, un séjour en Angleterre. À Londres, ça se passe très mal. Il ne se fait pas du tout à l'Angleterre. Il préfère retourner chez lui, en Eretz Israël. Et donc, ça se passe pas très bien. Et son père n'est pas très gentil au retour. Voilà, il dit, voilà, tu nous abandonnes. La belle-fille ne la supporte pas parce qu'effectivement, ils n'avaient rien pour s'entendre en réalité. Mais avec le temps et les péripéties justement politiques, tout va s'estomper. Alors, est-ce qu'on peut considérer, Georges Ayache, que l'année 1941 et la perte de son œil gauche est une date charnière, une rupture dans la vie de Moshe Dayan? Vous écrivez qu'il vécut la chose comme, je cite, un handicap insurmontable avant que son fameux bandeau noir ne devienne finalement l'emblème et lui offre un prestige absolument incomparable. Mais quand ça lui est arrivé, il était à milieu d'imaginer que ce bandeau, ça serait justement un élément valorisant de prestige. À l'époque, il le voit comme une catastrophe absolue. D'autant plus qu'il avait commencé à faire ses premiers pas dans la Haganah. Il était très expert, il était très apprécié. Il est évident que la perte d'un œil, ça ruine une carrière de soldat en tout cas. Donc il a très mal vécu, d'autant plus qu'il y a eu des séquelles, c'est-à-dire des maux de tête en permanence, des douleurs de tous les côtés. Donc il a fallu qu'il fasse avec ça, qu'il vive avec ça. Et donc il a pris le taureau par les cornes à un moment donné, il s'est dit il faut faire quelque chose. Et c'est là où effectivement Ben Gourion l'a beaucoup
beaucoup aidé. Alors justement, Ben Gurion, retracer la vie de Moshe Dayan, c'est aussi mettre au jour ses mentors, Yitzhak Sadeh, le major britannique Wingate, puis évidemment David Ben Gurion. Lequel aura eu le plus d'influence sur le militaire Moshe Dayan, puis finalement l'homme Moshe Dayan? Alors sur la technique du militaire, c'est Wingate, incontestablement. Il lui a tout appris, il a appris de se battre à l'arme blanche, il a appris à monter des commandos, ce qui mettra au point d'ailleurs pendant la guerre de 56. Il agira comme une sorte de grand commando en fin de compte. Wingate qui va faire évoluer aussi la doctrine presque militaire de la jeune Haganah. Absolument. Et ça lui coûtera cher parce qu'il passera pour un sioniste lui-même et il sera rapatrié. Mais sur le plan de la carrière politique, c'est Ben Gurion, incontestablement. C'est Ben Gurion qui a fait sa carrière, qui a fait sa fortune politique. C'est Ben Gurion qui le nomme d'abord à des commandements très élevés. Ça surprend l'état-major. Alors qu'il ne fait partie d'aucune coterie des grands chefs militaires de Tzahal, ni des anciens militaires qui avaient combattu sous les Anglais, ni des gens qui étaient plus ou moins communisants, etc., Rabin et compagnie, et lui, il était en dehors de tout ça. Donc, en dehors de tout ça, quand vient le moment des nominations, il est laissé pour compte. Or, Ben Gurion le rattrape quand même et le pousse au grand scandale, aux grandes dames des autres chefs militaires, mais il le pousse jusqu'à le nommer chef d'état-major de Tzahal en 1953. Alors la légende de Moshe Dayan croît à mesure des victoires israéliennes sur le terrain de guerre, 1948 pour la guerre d'indépendance, puis la bataille de Suez en 1956. Il est alors chef d'état-major de Tzahal depuis à peine un an. Et puis évidemment, il y a la guerre de 6 jours en 1976, on peut le considérer comme un acteur prépondérant. Vous écrivez qu'on peut parler à son propos à cette période-là d'un héros paradoxal finalement par rapport notamment au chef d'état-major Rabin. Il est certain que cette guerre militairement de 67 a été gagnée par Rabin. C'est Rabin qui a mis les plans au point avec le chef d'état-major de l'armée de l'air. Et donc tout ce qui s'est passé, c'est grâce à Rabin. Seulement, il faut savoir qu'avant le déclenchement même de cette guerre, il y a eu une crise politico-militaire d'une intensité remarquable en Israël. Et que tout était bloqué avec un Premier ministre qui était assez timoré et qui n'osait pas prendre les responsabilités qu'aurait prises probablement Ben Gurion, et avec un chef d'état-major qui était aussi renfermé. Rabin, c'était pas un modèle d'extraversion, donc il restait en son... Et finalement, tout ça, c'était en train de prendre une mauvaise tournure lorsque l'idée a été émise de faire appel à Dayan. Et Dayan, tout le monde savait qui il était. C'est l'anticonformiste, c'est le je m'en foutiste, c'est le type qui est débraillé, c'est le type qui est près de ses soldats du peuple. Il avait toutes les qualités. Et c'est lui qui a refait l'unité par sa seule nomination. Ça s'est fait sur un claquement de doigts quasiment. Avant, tout était noir. Dayan arrive, tout redevient blanc et optimiste. Donc c'est ça. C'est grâce à ça qu'on lui a imputé la responsabilité, si j'ose dire, de la victoire. Alors que ce n'était pas sa victoire. Il l'a incarné, il l'a personnifié, certes, mais il l'a pas mené comme en 56. En 56, c'est lui, de A à Z. Et en 73, par contre, c'est la... Alors en 73, on lui impute la défaite alors qu'il n'y est pour rien. Donc c'est le 67 en renversé. Et il était ministre, il n'avait pas du tout la responsabilité des plans, il avait très peu de responsabilité dans les négligences des services de renseignement. C'était pas lui. Mais comme il était ministre de la Défense, on a dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc on l'a complètement démoli. Là, il a été bousillé sur tous les plans. On a démarré, il y a énormément de choses à dire sur ce livre qui est absolument passionnant. On a commencé avec les origines de Moshe Dayan et ses parents. On va terminer avec ses enfants, relations extrêmement conflictuelles avec ses enfants. Et oui, il a fait un peu le même schéma, il a reproduit le même schéma que son père avec lui et son frère. Il faut rappeler que sa femme voulait faire 6 enfants, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Donc c'est bien tombé que ça se soit arrêté à 3 parce que c'était suffisant. Et alors avec Yael, la fille, ça s'est plutôt bien passé parce qu'elle avait un rapport fusionnel avec son père. Malgré le côté volage du père, malgré ses absences répétées, elle lui pardonnait. Mais les deux fils lui en ont voulu énormément. Assis et donc, ils ont après écrit des livres, ils ont fait des déclarations publiques qui étaient très dévalorisantes niant même la capacité militaire de leur père. Donc ils ont été trop loin, mais grande était leur déception, c'était du dépit en fin de compte. Je ne peux que vous conseiller la lecture de cette formidable biographie de Moshe Dayan, héros de guerre et politicien maudit. C'est paru chez Perrin. Merci beaucoup, Georges Halech, d'être venu sur Radio J dans ce grand journal. Vous pouvez réécouter cette interview en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt. Merci. Radio J.